11 août 2015, un article publié par le Australian Mining Monthly, qui est la gazette de l'industrie minière australienne, donc une gazette mensuelle, qui consacrait un numéro spécial à l'entreprise Gecko, qui est une entreprise australienne qui fabrique du matériel d'extraction minière. Et dans l'article, ils disent que les systèmes modulaires Python, donc c'est le fameux train, là ça ressemble à un serpent évidemment, peuvent être utilisés en souterrain ou en surface. En fait, ils ont initialement été conçus pour une utilisation souterraine. Mais à ce jour, personne ne s'y est risqué. Et ça, c'est la gazette référence de l'industrie minière, qui a priori est relativement informée sur la question, qui publiait ça il y a 8 mois. En fait, en cherchant un peu plus loin, on a réalisé qu'il y avait eu une vente du Python en question pour utilisation souterraine. Ça a été vendu en 2008 à une entreprise sud-africaine, une mine d'or, près de Johannesburg, qui a acheté un train, Gecko Python, etc. Alors, communiqué de presse triomphant de la maison Gecko, première mise en service de notre système révolutionnaire, etc. Vous allez voir ce que vous allez voir. Le seul bug, c'est que 4 ans plus tard, en 2012, j'ai trouvé sur un site de vente aux enchères de matériel minier d'occasion, la même société minière, mine d'or à côté du Johannesburg, qui mettait en vente le fameux Gecko Python, les 7 modules, etc. Donc, a priori, la machine n'avait pas donné satisfaction et ils ont décidé de passer ça par pertes et profits et de repartir avec un système plus conventionnel. Et la preuve, c'est qu'en 2015, on nous dit que ça n'a jamais été utilisé en souterrain. Donc, quand on a un petit peu titillé M. Bonnemaison lors d'une réunion publique en lui disant « Mais au fait, votre système Python, là, on a trouvé des informations bizarres, on n'est pas sûr. » Il nous a balayé ça d'un revers de main en nous disant « Si vous croyez que nous sommes des gens importants, nous ne sommes pas fatigués ou pas perdu de temps à contrôler les vétis tels que les détails techniques, on se dit que c'est peut-être pas aussi bien ficelé leur affaire. » Alors, on a parlé tout à l'heure, quand j'évoquais le contenu ou les lacunes du futur code minier, on a parlé de la question de l'après-mine. Donc, on a de bonnes raisons de craindre qu'il n'y aura aucune mesure pour contrôler et réguler la situation dans le futur code minier. Et il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, le passif des pollutions minières en France est absolument calamiteux. Le numéro 1 hors catégorie en France, c'est évidemment la mine d'or de Salsigne, qui d'ailleurs a été exploitée par une société australienne pendant plus de 25 ans, et qui est irrémédiablement polluée par de l'arsenic. L'arsenic, en fait, il est contenu dans la roche, et tant qu'il est dans la roche, il est relativement stable et il ne bouge pas. Par contre, à partir du moment où vous broyez la roche pour en extraire l'or, ou tout autre métal, parce que de l'arsenic, il y en a aussi dans le sous-sol breton, je vous le signale, eh bien, vous le libérez. Et donc, il est exposé sur les surfaces, là c'était une mine en plein air, donc il est exposé à toutes les intempéries, le vent, etc. L'eau ruisselle, draine tout cela vers le charmant petit ruisseau que vous voyez là, qui s'appelle l'Orbiel, qui, quelques dizaines de kilomètres plus tard, aboutit dans la Méditerranée, qui se charge de faire la grande lessive. Et on considère que, les géologues considèrent que pour Salsigne, il faudra au minimum 40 000 ans de précipitations, de vent, etc., pour purger une épaisseur suffisante des faces de roches exposées aux intempéries de l'arsenic, pour que la pollution de fond disparaisse et que une population puisse vivre de manière à peu près décente sur le territoire. Au jour d'aujourd'hui, si vous habitez dans le secteur, vous n'avez pas le droit, naturellement, de faire pousser de légumes, vous devez changer de chaussures quand vous passez de l'extérieur à l'intérieur, vous lavez les mains, ne surtout pas passer le balai, parce que oups, la poussière vole partout. Enfin, et puis les gens meurent comme des mouches. Donc, il y a un petit problème. Autre cas criant de mauvaise gestion, Chessy, qui était une mine de cuivre, qui cumule les pollutions, les effondrements de galeries, enfin c'est la totale chez eux. Un autre exemple, le Saint-Félix de Palière,
qui est une mine très intéressante. Elle est fermée aujourd'hui, mais elle a été exploitée pendant 30 ans par une société belge qui s'appelle maintenant Euramine, et qui, lorsqu'ils ont décidé que c'était plus rentable, acheter les clés dans les orties en mettant un panneau propriété privée, puis basta. Et cette mine renfermait du tungstène et de l'étain. Donc ce sont les minerais qu'on rechercherait dans notre secteur. Et pour ceux que ça intéresse, il y a eu un reportage de diffuser, j'ai encore oublié le nom d'émission, Pièce à conviction, je n'arrive pas à me le mettre dans la tête, en janvier, je crois que c'était le 20 janvier 2016. Donc si vous tapez Pièce à conviction, puis que sur leur page, vous descendez un petit peu, vous avez les vignettes avec les vidéos de toutes les émissions. Vous descendez vers janvier, vous trouverez Pollution dans les Cévennes, Saint-Félix-de-Palière. Et si vous avez 1h30 à y consacrer, je vous conseille vraiment vivement de regarder. Ça ne porte pas sur l'exploitation de la mine, ça porte exclusivement sur l'après-mine et les conséquences sanitaires pour la population et la manière dont il y a eu un déni total et avéré des services de l'État, de la pollution de fond qui condamnait cette population, à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan économique. Et ce dont je vous parle, ce sont des choses un drame qui se déroule au jour d'aujourd'hui, en 2008, 2012, 2015, et à la suite des éléments d'information qui ont pu être mis à jour par les journalistes d'investigation qui ont fait ce reportage, il y a eu de nouveaux éléments qui sont venus à la surface et qui ont conduit une quarantaine de personnes de la région à se porter partie civile en justice pour mise en danger de la vie d'autrui. Mais en 2016, alors que la mine a fermé dans les années 70, donc c'est pour vous dire qu'on est vraiment bien protégé. Il y a eu une séance avec le sous-préfet du secteur qui est absolument hallucinante. Donc, plus près de chez nous, évidemment, le cas des mines d'uranium centre-bretonne, qui laisse encore quelques petites traces. On a le président de Rosglas dans la salle, là. Et les autres, parce qu'on pourrait faire une liste longue comme ça. Le bilan, c'est qu'en France, qu'il s'agisse d'opérateurs privés ou semi-publics, parce que le BRGM a eu pendant une petite décennie une activité d'exploitation minière. Ça a été tellement calamiteux sur le plan financier qu'on leur a dit surtout arrêtez, ne faites plus rien, parce que ça coûtait les yeux de la tête pour des résultats pire que dérisoires. Donc ça n'a pas duré longtemps. Mais le passif des pollutions non résolues est absolument énorme. Et pollution égale mise en danger, problème de santé publique, il ne faut pas l'oublier. En France, il n'y a pas de gestion de l'après-mine au jour d'aujourd'hui et il n'est pas prévu qu'il y en ait dans le futur code parce qu'on en est aujourd'hui au 3e projet, à la rédaction de 3e projet de code. J'ai pu me les procurer, on les a lus, et je peux vous dire que c'est pas du tout rassurant. Heureusement, le Conseil d'État a dit au ministère « Votre copie ne vaut rien, reprenez ça ». Et là, avec les élections présidentielles qui arrivent, parce que dans le code minier, il y a les mines de minerais comme ça, mais il y a aussi les hydrocarbures et la fracturation hydraulique. Donc, sur le plan politique, c'est un petit peu chaud, et avec le calendrier qui arrive, là, il y a les sénatoriales, les législatives et la présidentielle. Il y a eu un consensus pour dire on va attendre un petit peu avant de ressortir cette boîte de Pandore. Alors, vous avez sous les yeux ici la mine du Rhône, appelée l'Auf, qui est une mine qui a été explorée et gratouillée, on va dire un petit peu, par le BRGM. En l'espace de 3 ans, entre 1959 et 1963, ils ont extrait 6000 mètres cubes de stérile que vous avez sous les yeux. Donc, regardez, 63, on est aujourd'hui en 2016, donc ça fait 53 ans. Donc, vous pouvez constater qu'en termes d'intégration paysagère, c'est top, 50 ans, plus de 50 ans, et que, en plus de ça,
si on y réfléchit bien. La raison pour laquelle rien ne pousse là-dessus, c'est que c'est totalement acide. On sait d'autre part qu'il y a une teneur en plomb hallucinante. Et probablement du zinc, de l'étain, etc. Toutes choses qui ne sont pas terriblement bonnes pour les bronches. Alors là, en 3 ans, le BRGM avait extrait 6000 mètres cubes. Et je peux vous dire qu'on le voit de loin, ce terrain. Le propriétaire de la parcelle, qui est un agriculteur, a participé à des réunions publiques auxquelles était présent M. Bonnemaison. Et M. Bonnemaison avait utilisé une diapositive du site pour illustrer son propos. Et l'agriculteur a dit est-ce qu'on pourrait revenir sur la diapo? Là, ça c'est chez moi. Je voudrais vous poser une question, M. Bonnemaison. J'ai 2 petites filles. Est-ce que quand je vais vérifier mes pâtures, je peux leur dire d'aller prendre leur seau et leur pelle et d'aller jouer sur le tas, là, pour qu'elles s'occupent pendant que moi je fais mon affaire? Et M. Bonnemaison lui a dit non, c'est pas une bonne idée, c'est pas très bon pour les bronches. Bon, alors, notre agriculteur lui a dit mais donc si je comprends bien, vous voulez faire des mines, donc vous allez faire des tas de stériles. Et là, on a fait le calcul, on parle de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes par an, pas 6000 en 3 ans. Donc, ces fameux tas de stériles, M. Bonnemaison, est-ce que la population pourra venir faire du VTT, promener le chien, chercher pas des champignons parce qu'il n'en pousse pas là-dessus, mais faire son footing sur vos tas de stériles? Et M. Bonnemaison lui a dit non, peut-être pas quand même, c'est pas très bon. Bon, donc nous voilà fixés. À titre indicatif, sur la mine qui est au centre du permis de Dompierre, c'est une ancienne mine d'or. Non, c'est pas de l'or là-bas, du tungstène, je crois. Cette mine est fermée depuis belle lurette. La communauté de communes a acheté le site dans le but de faire un parc d'attractions, tourisme industriel, etc. Ça a marché pendant 2 ou 3 ans, et puis un beau matin, la préfecture a envoyé un courrier, fermeture immédiate du site, interdiction d'accès au public. Pourquoi? Tout simplement parce que quelqu'un à l'ARS, l'Agence régionale de la santé, avait eu l'idée saugrenue d'aller faire quelques prélèvements. Et là, quand ils ont vu les résultats, ils ont eu les cheveux qui leur sont dressés sur la tête. Et donc, ils ont interdit l'accès au public parce que c'était beaucoup trop dangereux. Et du coup, la communauté de communes se retrouve avec un investissement qui n'est pas anodin, qui est un éléphant rose, puisqu'ils ne peuvent rien en faire. Et naturellement, il n'y a pas trop d'acquéreurs qui se précipitent au portillon. Donc, pour le cas où certains élus locaux auraient eu des idées de conversion à long terme, on les prévient, ce n'est pas un bon plan. Alors, autre sujet d'inquiétude, c'est que pour fonctionner, 365 jours sur 365, une mine, ça pompe énormément, comme dit l'autre, à la fois de l'eau et de l'énergie. L'eau, parce qu'il faut transformer, faire ce qu'on appelle une première concentration du minerai au fond de la mine, ou sur le site de la mine, que ça nécessite de l'eau, et que vous savez, comme nous, que l'été, en Centre-Bretagne particulièrement, eh bien, comme on est à la naissance des cours d'eau, on a des petits débits, et donc il y a souvent un problème de manque d'eau, et on est obligé de rationner. Tout le monde doit faire attention. On n'arrose plus ses pelouses, on ne remplit plus les piscines, on ne lave plus les voitures. Les agriculteurs ne peuvent plus irriguer, sauf à certaines périodes de la journée, etc., etc. Et les pêcheurs, la police de l'eau, je veux dire, il est nécessaire, et la police de l'eau y veille, pour le bon état des rivières, pour que les poissons puissent continuer à circuler, qu'on laisse dans la rivière un minimum, un fond d'eau pour la vie piscicole. Donc, on est obligé de se répartir la pénurie. Le seul problème, c'est que si vous avez pendant l'été une mine qui a besoin de continuer à pomper pour alimenter, pour sa procédure de traitement, eh bien, la pénurie va être encore plus pénurieuse, si je puis dire, pour tout le monde. Donc, c'est un peu préoccupant. À l'inverse, la question de l'énergie, vous savez, parce qu'on nous le répète régulièrement tous les hivers, que la Bretagne serait dépendante pour son alimentation en énergie à 90% de l'extérieur de la région, et que par conséquent, si vous avez une mine qui tire
de l'énergie, de l'électricité sur le réseau en plein hiver, quand on nous dit à tous de couper nos radiateurs, eh bien, ça va être assez compliqué pour tout le monde. Et ce qui risque de se produire, c'est qu'on va, avec les deniers publics, lancer des grands travaux d'interconnexion pour l'eau, entre le bassin versant du Blavet et du Scorff, par exemple, pour aller chercher de l'eau ailleurs, là où il y en a un petit peu plus, ou bien des grands raccordements à grand renfort de lignes à haute tension, qui coûtent encore des sommes faramineuses, qui posent des problèmes de parcours, etc. Donc, avant de se lancer dans cette aventure minière, il faut aussi se dire qu'une mine, ça ne vit pas d'eau fraîche, et qu'ils auront besoin de tirer sur les ressources naturelles. Est-ce qu'on en a suffisamment pour tout le monde? Non. La réponse clairement est non. D'autre part, en ce qui concerne l'eau, il y aura nécessairement, et ça, c'est pas nous qui le disons seulement, il y a eu un chercheur spécialisé en la matière, en chimie, qui a fait une étude déjà sur les impacts au niveau de la qualité, des risques de pollution de l'eau au moment de la recherche, la prospection et a fortiori pendant l'exploitation, sachant qu'il y a donc ce risque d'acidification, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et également un risque de pollution, parce que au fond de la mine, quand on fait le pré-traitement, la première concentration, pour attirer les molécules de minerais et les inciter à se regrouper en paquets, pour que ce soit plus facile à manipuler, on est obligé d'utiliser des produits chimiques violents, des acides divers et variés. Ce n'est pas les mêmes acides suivant le type de minerai qu'on recherche, mais qui restent des acides quand même. Et pour une exploitation à cette échelle-là, il est impossible d'avoir quelque chose qui est strictement étanche et qui reste dans la sphère industrielle. Il y a toujours des fuites, et comme au fond de la mine, il y a toujours de l'eau qu'on est obligé de pomper pour que les ouvriers les machines puissent travailler à pied sec, eh bien, systématiquement, il y a un risque majeur de pollution des cours d'eau. Sachant également, d'ailleurs, que ces produits chimiques se retrouvent dans la roche, dans les stériles, et après on les retrouve dans les digues en stockage en surface. La raison pour laquelle il est important de bien intégrer cette question-là, c'est que en Bretagne, et c'est une particularité de la région, 73% de la ressource d'eau destinée à l'eau potable provient des cours d'eau bretons, donc haute surface. Mais que pour le bassin du Blavet et du Scorff, entre 50 et 100%, 100% c'est pendant l'été en période d'étiage, du débit donc de nos deux cours d'eau provient de l'eau souterraine, par le biais des sources, des eaux humides, des fontaines, etc., etc. Donc on travaille en boucle. Et si vous avez une pollution en sous-sol, tôt ou tard, elle se retrouve dans les eaux de surface. Donc on est vraiment dans une situation tendue. Ces chiffres-là, bon, c'est l'agence de l'eau pour l'eau potable et le BRGM, puisqu'il y a la branche minière dans le BRGM, mais il y a aussi une branche qui s'occupe de la question de l'eau. Et donc ils ont fait un grand programme de recherche sur la Bretagne, qui s'appelle le programme Silure, et ces chiffres-là sont extraits de leur site internet. Pourquoi cette grande boucle? Eh bien parce que ici vous avez une tranche de massif armoricain, vous avez en partie haute la terre arable, ensuite vous avez une zone de roche qui est dégradée, altérée, c'est pour ça qu'on appelle ça les altérites, dont l'épaisseur peut varier de 1 mètre par endroit à une centaine de mètres en d'autres points, et qui est le résultat de milliards d'années d'effets, des précipitations, du gel, etc. Les précipitations sont toujours un petit peu acides, elles ont des corps chimiques dedans, donc ça dégrade la roche, ça la fracture en gros blocs, puis en petits blocs au fil des milliards d'années, et on arrive à une situation où cette couche-là, eh ben, elle est pleine comme des grains de sable, si vous voulez, il y a des espaces entre les grains de sable. Et bien là, les espaces, ils sont remplis d'eau.
Et cette eau, elle monte et elle descend suivant la saison. En période hivernale, le niveau de l'eau est très haut, hein, vous le voyez ici. Et puis, il y a ce qu'on appelle un battement, c'est comme les marées hautes et les marées basses. Et quelquefois, l'été, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, ça redescend là. Et là, vous voyez un exemple schématisé de captage d'eau, de forage pour l'eau potable, puisque la quasi-totalité des forages des communes, des collectivités locales, sont forés à 70, 80, 90 mètres de profondeur, toujours dans ces couches d'altérite. L'avantage, c'est que c'est très régulier, très fiable, et qu'on peut escompter avoir un approvisionnement à peu près assuré, sauf évidemment quand il y a un été très sec, où là, la nappe d'eau descend en dessous du fond du forage. Et puis, plus on descend, moins l'effet du climat, évidemment, se fait sentir, et on arrive au socle rocheux. Le massif armoricain, le granit, vous savez, c'est assez solide. Donc, au cours des milliards d'années, il y a eu des tremblements de terre qui ont fait que le socle rocheux a été soumis à des chocs, et au lieu de plier, il a cassé. Et ça a donné lieu à un réseau extrêmement dense dans le massif armoricain de fractures, de failles, de fissures, enfin on les appelle, suivant leur taille et leur type, on les appelle de termes différents. Et ces fissures, c'est un peu comme des lames de couteau qui sont remplies par des débris de terre, d'humus, etc. Donc encore une fois avec des interstices, et dans lesquels circulent des circulations d'eau souterraine. Et chacune de ces fissures, à un moment ou à un autre, communique avec d'autres. C'est comme un espèce de gigantesque réseau de métro, si vous voulez. Et ce sont ces fissures qui, au bout d'un moment, arrivent sur un coteau. Donc, il n'y a plus de roche au-delà, il y a juste le relief, et ça donne des sources. Et c'est ces sources-là qui font les rivières, ou les ruisseaux pour commencer. Donc, voilà pourquoi il y a ce lien intime entre les masses d'eau souterraines et les masses d'eau et les cours d'eau de surface. Sachant que quand vous creusez dans le massif armoricain, vous exposez la roche. Et que la raison pour laquelle M. Bonnemaison et Variscan s'intéressent à notre région, c'est parce que dans notre roche, il y a du tungstène, du molybdène, du germanium, etc. Et il se trouve que tous ces minerais appartiennent à la famille des sulfures. Et les sulfures, quand on les expose à l'air, il y a une réaction chimique qui s'enclenche. Ça provoque une oxydation, l'air ou l'eau. Et cette oxydation génère de l'acide sulfurique. Vous savez tous que l'acide sulfurique, c'est acide. Donc, lorsque vous avez creusé votre puits, vos galeries, vous avez exposé des surfaces de roches à l'action de l'air et de l'eau. L'eau ruisselant sur des parois entraîne avec elle l'acide sulfurique. On a vu qu'elle se retrouve au fond des galeries, d'où il faut la pomper pour la renvoyer en surface. Avec les volumes impliqués par le type de mine industrielle qu'on nous promet, ils sont tels qu'il n'est pas ni économiquement ni humainement possible de faire une désacidification garantie, complète et en toutes circonstances. Donc nécessairement, il y a une acidification du milieu naturel, des cours d'eau dans lesquels on relargue cette eau, on appelle ça de l'eau d'exore. Donc ça veut dire qu'il y a un impact sur les poissons, sur la végétation, et puis évidemment sur les captages pour l'eau potable qui, pour 73% d'entre eux, je vous le rappelle, sont pris dans les cours d'eau. La pollution également, donc par les adjuvants, oui, parce que quand vous creusez dans la roche, vous utilisez des trépans avec du carbure, mais malgré tout, ça a beau être très puissant, pour leur faciliter la tâche, on met un produit qui permet une pénétration plus aisée. Et donc, ces adjuvants, les produits chimiques pour le traitement des métaux, font qu'il y a nécessairement une pollution plus ou moins importante. Et d'autre part, quand on est quand on est en train de forer, imaginez que ça, par exemple, ce soit un puits qui descende beaucoup plus bas
parce que c'est plus un l'eau potable, on va dire que c'est un puits de mine, eh bien, quand on pompe au fond, vous avez ce qu'on appelle un cône d'appel qui se crée. C'est-à-dire que dans un rayon autour de ce puits, dont la largeur est fonction de la profondeur du puits, vous avez une zone dans laquelle toute l'eau qui est présente dans le sous-sol va être siphonnée par le pompage. Et donc ça veut dire que si à proximité vous avez un captage d'eau potable, si vous avez des captages, des puits pour la géothermie par exemple, si vous avez des installations et évidemment les puits de ferme et les sources et les zones humides, eh bien dans ce rayon-là, elles vont se tarir. Et il y a une chose certaine, c'est qu'une fois que c'est tari, ça ne revient jamais, même quand on a arrêté le pompage, parce que les cheminements souterrains se colmatent, et donc l'affaire est pliée, vous n'aurez plus jamais, votre source ne rendra plus d'eau, et votre forage géothermique, eh bien, vous pouvez trouver une autre source de chaleur pour votre maison. Alors, autre volet d'inquiétude, on a tous entendu les proclamations de M. Bonnemaison. Il nous promet 150 emplois directs et, en moyenne, à la louche, 3 emplois indirects pour chacun des emplois directs. C'est vérifique. On comprend que pour beaucoup de nos élus, ça est apparu comme Noël avant l'heure. Le seul souci, c'est que d'une part, vous avez vu avec l'histoire de la deuxième mine mondiale et ses 200 employés, on a du mal à faire le rapport entre la situation à Plymouth et puis ce qu'on sait être la taille de nos filons à nous. D'autre part, ils ne parlent pas de ce qu'ils vont casser comme job ici. Parce qu'une mine, ça a des impacts. Prenons par exemple celui des impacts pour le monde agricole. L'agriculture a besoin d'eau, à la fois pour le bétail et pour l'irrigation dans certains cas. On a fait juste à titre indicatif le recensement du cheptel pour toute la Bretagne. On n'a pas été chercher pour les 14 communes ici, c'était pas possible. À la fois pour les bovins, pour les porcins, les volailles, on vous fait grâce des lapins et des canards. Vous avez plus de 2 millions de bovins en Bretagne, plus de 8 millions de porcins, 75 millions de volailles, qui tous consomment de l'eau tous les jours. Vous avez le ratio, là, suivant ce que c'est une vache allaitante, un veau. On a fait des moyennes. Si on regarde le cheptel porcin, par exemple, en Bretagne, après moult multiplications, on arrive à 64 millions de mètres cubes d'eau par an. 64 millions. À titre indicatif, le lac de Guerlédan, c'est 53 millions quand il est rempli. Bon, donc vous voyez que ça fait du bruit quand même. Si vous avez moins d'eau disponible, parce que la mine a perturbé toutes les circulations d'eau souterraine, et si ce qui est disponible est pollué, acidifié, etc. Où est-ce que le monde agricole va trouver son eau? On ne sait pas. Et Variscan ne s'en préoccupe pas. On n'a pas cherché à faire le calcul pour l'irrigation. Quand vous avez quand vous considérez la vocation touristique du centre Bretagne, on a cherché auprès des organismes compétents. Le centre Ouest Bretagne, le pays COB, en 2014, a recensé 80 000 touristes. Il y en a probablement eu plus, ils ne sont pas tous venus prendre leur ticket pour se faire décompter. Donc on peut tabler sur le fait de 80 000 comme un minimum garanti. Ces 80 000 touristes ont généré un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros, juste pour la saison touristique 2014. Est-ce qu'on est dans une situation économique tellement prospère qu'on puisse envisager de tirer un trait sur ce type de ressources? J'en suis pas convaincue. Par ailleurs, le comité régional du tourisme finance depuis 2 ans et pour une 3e année, puisque c'est prévu sur 3 ans, la campagne Viens en Bretagne qui vise à attirer les gens de toute la France pour les charmes de la Bretagne. Et ça représente un budget de 700 000 € d'argent public, de nos impôts,